Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un chapitre absolument fondamental du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Et vous allez voir, on est bien loin d'un simple récit, c'est une mécanique argumentative implacable, un vrai plaidoyer qui prend vie sous nos yeux. On commence directement avec le cœur du réacteur de ce chapitre. Écoutez bien la force de ces mots. Hugo écrit « une ardente soif ». Ce n'est pas juste un souhait, non, c'est un besoin physique, presque une brûlure. Le condamné n'a pas soif d'eau, il a soif de mots, de bonnes et consolantes paroles. C'est un cri de l'âme, un besoin vital face au néant qui approche. Voilà le programme de notre analyse. On va suivre pas à pas le déroulé tragique de cette rencontre. On partira d'une toute petite lueur d'espoir pour arriver, vous le verrez, à une dénonciation féroce d'une portée universelle. Allez, on plonge dans ce premier temps. Le prêtre fait son entrée. Et au premier abord, il a tout pour plaire, si j'ose dire. Il a l'air doux, respectable, c'est la figure même du réconfort. Et pour notre condamné, l'espace d'un instant, un tout petit espoir renaît. C'est fou, hein? Le narrateur projette absolument toutes ses attentes sur cet homme. Pensez-y, il a été déshumanisé par la justice, il n'est plus qu'un numéro. Et là, ce prêtre, il représente sa toute dernière chance de parler à un autre être humain. Pour lui, ce n'est pas encore un fonctionnaire, c'est le seul qui soit encore homme pour moi. Mais, vous vous en doutez, cet espoir va voler en éclats et très très vite. Alors qu'est-ce qui se passe exactement pendant cet échange? On va voir comment Hugo met en scène, avec un talent fou, cet échec total de la communication. Regardez bien cette opposition, elle est criante. À gauche, on a le cœur, le besoin viscéral d'une parole qui touche, qui connecte vraiment. Et à droite, le discours mécanique, appris par cœur. Hugo choisit des mots terriblement ironiques. Un serment sentimental, une élégie théologique. C'est une critique assassine. Le prêtre ne parle pas, non, il déroule un script, une recette toute faite, complètement impersonnelle. Et là, c'est le moment de la prise de conscience. C'est terrible. Le narrateur comprend qu'il n'y a pas de dialogue possible. Il est juste le public d'une mauvaise pièce de théâtre. Le prêtre récite une leçon, exactement comme un mauvais élève. C'est la mort de la communication humaine. Du coup, le narrateur passe de la déception pure à une analyse quasi chirurgicale. Il se demande pourquoi ça ne marche pas. Et il va poser un diagnostic d'une lucidité effrayante avec un mot qui va tout résumer. Et voilà le mot qui tombe comme un coup près, blasé. C'est le mot du chapitre. Il est absolument central. Blasé. Pour ce prêtre, nous explique Hugo, la mort, l'échafaud, ce n'est plus un drame. C'est la routine. C'est le quotidien. Sa capacité à ressentir quoi que ce soit a été complètement anesthésiée par l'habitude. L'horreur, c'est devenu son travail de bureau. Et comme un bon avocat, Hugo nous livre les preuves. Le narrateur s'imagine le prêtre avec son cahier, comme un manuel de procédure. Une page pour les bagnards, une autre pour les condamnés. Le réconfort n'est plus un élan du cœur, c'est devenu une tâche administrative. C'est une pure mécanique, ce n'est plus une relation humaine. Alors puisqu'il ne trouve pas de réconfort authentique en face de lui, que fait le narrateur? Eh bien son esprit s'enflamme. Il va littéralement inventer, il va rêver le consolateur parfait, et c'est un portrait absolument magnifique, regardons ça ensemble. Là, on change complètement de registre. Le narrateur ne critique plus, il imagine, il supplie presque. Et remarquez son choix, quelques jeunes vicaires, qui seraient encore naïfs, impressionnables, ou quelques vieux curés qu'on arracherait à sa routine. L'idée est la même. Il veut un amateur, pas un professionnel de la mort. Il veut de l'authentique. Le premier mot qu'il utilise est physique, palpitant. Il rêve d'un homme dont le cœur battrait la chamade, à l'unisson de sa propre angoisse, dont le corps même réagirait à l'horreur de la situation. La vraie empathie, pour Hugo, ça commence dans le corps. Et il en rajoute avec cette image très forte, tout frissonnant de la tête aux pieds. C'est l'opposé absolu du calme professionnel, du détachement blasé de l'aumônier. La vraie compassion, ce n'est pas juste une pensée, c'est un frisson qui vous parcourt. Et cette phrase, c'est le résumé parfait de sa quête. La vraie consolation, elle ne vient pas de belles phrases toutes faites, mais de larmes partagées, d'une vulnérabilité commune. C'est de cette émotion sincère que naît la véritable éloquence. C'est seulement là qu'il pourra enfin être consolé. Bon, alors pourquoi est-ce que cette scène est un pur chef-d'œuvre? Prenons un peu de recul. Dans cette dernière partie, on va connecter tout ça à la grande bataille de Victor Hugo, sa cause politique et philosophique. Le génie d'Hugo, il est là, dans ce processus en 3 temps. Il ne se contente pas de nous dire « le système est cruel », non. Il nous le fait ressentir dans notre chair à travers cette scène intime, cet échec terriblement humain.
Voilà ce qu'il faut retenir. Pour Victor Hugo, la littérature est une arme de combat. Il n'écrit pas juste pour faire joli, il utilise l'art du récit pour déconstruire de l'intérieur les arguments en faveur de la peine de mort, pour nous montrer son absurdité et sa cruauté fondamentale, même quand elle essaye de se cacher derrière le masque de la religion. Et voilà, notre analyse s'achève ici. Vous le voyez, ce chapitre, c'est bien plus qu'une scène, c'est un concentré de tout le génie d'Hugo. Je vous laisse avec ces quelques questions pour aller plus loin, des questions qui, finalement, sur l'empathie, la justice et notre place face à la souffrance, sont toujours aussi brûlantes aujourd'hui. Merci beaucoup.